Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière ou la première vidéo de l'année en fonction du moment où vous la regarderez. Alors, cette vidéo, elle va être un petit peu différente parce que mon but, c'est de faire un peu une revue astrologique de l'année 2022. On va parler dans cette vidéo des éléments les plus importants qu'on va rencontrer cette année, en 2022. Quel est leur sens, comment on pourra au mieux les utiliser. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette vidéo, j'utilise un système un petit peu différent. Je suis sur Zoom parce que ça va me permettre en fait beaucoup plus facilement de faire évoluer la carte du ciel tout au long voilà, des mois pour qu'on voit un petit peu comment cette carte évolue. De fait également, je vous préviens aussi, je ne sortirai pas de vidéo pour la première lunaison de l'année parce que j'aurai pas le temps de faire ces deux vidéos. Donc bah voilà, j'ai préféré vous faire un topo sur 2022. Voilà. Alors ici, on a sur la carte du ciel le thème du ciel au 1er janvier 2022. Cette année, elle est intéressante. Alors, quand on étudie en fait l'ambiance d'une année, on va regarder en astrologie surtout les positions des planètes lentes. On va s'intéresser en fait à tout ce qui met du temps à évoluer. Donc, la position principalement de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Là, je fais un petit teaser, mais l'an prochain, en 2023, ça va être une année très importante parce que Saturne et Pluton vont respectivement changer de signe. Et Pluton, encore plus que Saturne, ça va être un changement très important parce que Pluton va rester 20 ans dans le signe du Verseau dans lequel il va rentrer. Mais je referme cette parenthèse. Donc nous, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu justement les positions de ces différentes planètes lentes, les aspects aussi qu'il peut y avoir entre ces planètes lentes, parce que ça va nous donner un peu la saveur au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel. Alors, je parlais des planètes lentes, mais effectivement, il y a aussi tous les mouvements planétaires qui sont longs, qui sont durables. Et je vais commencer cette vidéo par vous parler de Vénus rétrograde, parce que en fait, on démarre l'année 2022 avec cette énergie vénusienne. Vénus, normalement, c'est une planète rapide. C'est pas vraiment quelque chose, un élément qu'on utilise pour définir la couleur d'une année. C'est beaucoup trop rapide. Mais quand Vénus est rétrograde, eh bien, elle va rester plusieurs semaines sur un certain point du zodiaque, et donc en compagnie de certaines planètes. Et le fait qu'elle soit lente comme ça, eh bien, elle nous oblige finalement à la regarder et à travailler avec elle. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici sur la carte. Donc, on est au 1er janvier 2022. Je m'excuse, je vais peut-être un petit peu tousser dans cette vidéo, pardonnez-moi. On est au 1er janvier 2022 et Vénus a tourné rétrograde. Je vous en parlais lors de la dernière vidéo. Il y a quelque chose de très significatif dans cette rétrogradation, c'est que au moment où Vénus tourne rétrograde, eh bien, elle le fait en compagnie de Pluton. Elle est vraiment à côté de la planète Pluton que vous voyez ici. Il y a ici également Mercure, mais là, c'est une influence beaucoup plus courte. Disons que Mercure rajoute encore plus de considération, de pensée par rapport à ce que représentent Vénus et Pluton. Alors, Vénus rétrograde, déjà, en termes de date, pardon, Vénus, elle va être rétrograde jusqu'au 29 janvier. Ça veut dire que toute la première partie de l'année, nous sommes dans une invitation de recul par rapport à ce qu'on vit dans nos relations, mais également, en fait, c'est un recul par rapport à tout ce que symbolise Vénus. Et donc, Vénus à un niveau, alors bien sûr, Vénus, c'est l'amour, évidemment, donc il y a une forme de réflexion par rapport à l'amour dans nos vies. Mais Vénus, à son niveau un petit peu plus global, Vénus, ce sont également les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que je considère comme beau, bon et bien. Par exemple, ça peut être des questions très vénusiennes. Hein, qu'est-ce que je trouve
Qu'est-ce que je trouve beau, mais pas seulement dans la forme, beau aussi dans le fond? Qu'est-ce qui résonne avec mon éthique personnelle? Ça, c'est des questions aussi que nous pose Vénus rétrograde. Lors de cette rétrogradation, eh bien, ce qui peut se passer, c'est un mouvement un petit peu particulier, mais c'est que des valeurs que nous avions jusqu'à présent, qui étaient assez ancrées en nous, sont comme bougées, sont comme modifiées en fait. Ce qui était sûr ne l'est plus autant. Et ça, d'ailleurs, c'est valable aussi pour les relations. Ça peut être, ben voilà, on était sûr de quelque chose et puis on n'est plus tout à fait sûr. Ou alors on était dans un certain dans une certaine dynamique émotionnelle et puis en fait, on n'est plus tout à fait dans la même. Voilà, tout ça, c'est vraiment lié, je dirais, à ce mouvement de Vénus rétrograde qui nous demande comme de faire un pas de côté, un pas en arrière en fait, de nous distancier émotionnellement pour eh bien, finalement essayer euh, de comprendre avec un peu plus de lucidité ce qu'on vit, autant au niveau de nos relations, mais aussi ce qu'on vit à un niveau plus global par rapport à nos choix de vie et par rapport à nos valeurs. Euh, cette invitation-là alors déjà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que pendant toute la phase de Vénus rétrograde, il est plutôt de bon ton, entre guillemets, de ne pas trop prendre de décision, de ne pas trop bouger, de juste... s'il peut y avoir un mouvement, ça serait plutôt intéressant que ce soit un mouvement intérieur, c'est-à-dire je me mets comme en retraite intérieure. Je décide en fait oui, de prendre du recul, d'être plus distanciée émotionnellement. Je décide de faire le point, mais aussi je décide de prendre plus de temps pour moi, parce qu'on parle beaucoup de Vénus et des relations. Et c'est vrai que Vénus rétrograde, c'est vraiment une période où il est bon aussi de juste retourner à la relation la première qui soit, c'est-à-dire celle qu'on a avec nous. Donc de se donner du temps pour soi, par exemple. Hein, c'est des choses qu'on peut être amené à vivre et à expérimenter avec Vénus rétrograde. Donc voilà, mon conseil, si vous ressentez un petit peu ces mouvements, vous pouvez peut-être ressentir un désintérêt alors qu'il y avait de l'intérêt avant, ou des changements de valeur, des changements de paradigme intérieur. Si c'est le cas, mon conseil serait peut-être de ne pas forcément faire tirer de conclusion pendant toute cette période, pendant le premier mois de l'année, parce que eh ben, ça fait partie un petit peu de l'invitation de cette période. Maintenant, le fait que Vénus soit en conjonction à Pluton, ça nous montre aussi que là, on est... alors, évidemment, tout le monde ne sera pas touché de la même manière. Il y a des personnes dont les thèmes vont plus résonner que d'autres avec cette conjonction et avec Vénus rétrograde. Donc, toutes les personnes qui ont des planètes à la fin du Capricorne, mais aussi en Cancer, troisième décan du Cancer, de la Balance du Bélier, elles vont être plus impactées par cette dynamique. Ou toutes les personnes qui ont des aspects Vénus-Pluton aussi. Alors, Vénus-Pluton, ça, j'en ai déjà pas mal parlé dans ma précédente vidéo, donc je vais peut-être pas faire trop long là-dessus, mais ça nous dit bien que nous sommes face à une étape importante concernant justement les relations et encore une fois, les valeurs. Je suis désolée, on dirait que ça n'a pas trop de rapport, mais ce sont les deux symboliques vraiment importantes. La notion de valeur, elle est plus reliée au collectif, je trouve. C'est plus le symbolisme de Vénus sur un plan collectif. Et c'est vrai que la crise sanitaire actuelle et les décisions politiques nous confrontent de manière très forte à nos valeurs. Qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment? Quel choix je prends, hein? C'est quand même des questions extrêmement fortes. Et je pense que Vénus rétrograde voilà, nous pose vraiment la question de dire est-ce que ça pour toi c'est bien? Est-ce que ça pour toi c'est juste? Quel que soit le choix qu'on prenne en fait, hein. Mais ce moment de Vénus rétrograde, c'est un moment de réalignement avec ça, avec ce qui nous semble bien et juste pour nous. Maintenant, pardon, Vénus-Pluton, ça montre vraiment et je dirais qu'il y a un processus de nettoyage en fait concernant justement les relations. Là, je vais parler plutôt au niveau individuel, donc plutôt au niveau relationnel.
Euh, c'est pas forcément toujours plaisant, Vénus-Pluton, c'est ce que je vous expliquais. C'est des périodes où ça peut faire remonter pas mal de choses enfouies, de choses qu'on ne voyait pas habituellement, et puis qui nous bouleversent, qui nous font peur, qui réveillent des émotions, en tout cas, quelles qu'elles soient. Mais vraiment, si vous comprenez cette période comme un moment d'évolution vraiment important par rapport à ce qui se joue pour chacun au niveau relationnel, et cette évolution se fait à travers un nettoyage, et ben déjà ça va mieux. Déjà on comprend un petit peu plus de quoi il en retourne. Donc si jamais on vit des crises ou des choses comme ça, eh bien plutôt que de s'arrêter simplement au fait qu'il y a eu des crises, c'est peut-être intéressant de voir qu'est-ce que la crise veut me dire, de quoi ça me parle. Voilà, si vous avez envie un petit peu d'en savoir plus sur Vénus-Pluton, j'en ai beaucoup parlé lors de la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que je ne vais pas trop me répéter, sinon ça va pas être trop intéressant. Alors, on va continuer encore un petit peu sur Vénus. On va avancer un petit peu et vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui va se passer. Donc là, je vais avancer un petit peu. Et là, on est, excusez-moi, on est donc fin janvier, début février. Et là, on voit donc que, eh ben, oui, Vénus, elle a retourné direct, hein, elle retournera direct le 29 janvier. Et ce faisant, en fait, quand elle redevient directe, elle rencontre elle rencontre Mars. Donc, on va avoir à la fin de la rétrogradation de Vénus une conjonction Vénus-Mars. Et donc, ce qu'on voit, c'est que euh, ce qui se passe, c'est que dès la fin de la rétrogradation de Vénus, eh bien, Vénus rentre, on va dire, dans l'orbe d'influence de Mars. Et donc, en fait, on va enchaîner cette période de recul avec une période passablement longue de conjonction Vénus-Mars. Donc là, c'est ce que vous voyez. Vous voyez, là, on est au 29 janvier. Mars n'est pas encore exactement en conjonction à Vénus. La conjonction exacte sera, eh bien voilà, on est le 12 février. Donc première conjonction Vénus-Mars de l'année. Et c'est vraiment intéressant parce que on peut imaginer en fait que Vénus, elle a été comme renouvelée en fait par tout ce recul, par toute cette réflexion, mais ça peut être aussi un travail intérieur au niveau relationnel. Euh, voilà. Et là, c'est comme s'il y a de nouveau une libération, justement, je dirais, relationnelle, amoureuse, mais aussi créative, aussi artistique, parce que ça parle aussi de ça, les conjonctions Vénus-Mars. Mais en tout cas, ce n'est plus à l'intérieur, c'est de nouveau exprimé. Donc là, il y a une vague, on va dire, d'intensité relationnelle aux alentours du mois de février, aux alentours tout le mois de février, en fait, hein, parce qu'on va être dans cette conjonction. Alors, c'est intéressant parce que Vénus, elle est rétrograde dans le signe du Capricorne. Ça, c'est aussi intéressant, il faut en tenir compte. Et de quoi ça nous parle plus spécifiquement? Oui, il y a une remise en question concernant notamment les relations, mais dans le Capricorne, il y a vraiment une notion de long terme. Il y a quelque chose autour de l'engagement, autour de est-ce que je me vois m'engager durablement dans cette voie? Mais ça, c'est valable dans les relations, mais c'est valable aussi au niveau de, comme je disais, des valeurs, au niveau des choix qu'on prend actuellement par rapport à la crise sanitaire notamment. Est-ce que je me vois durablement aller dans cette voie? Quelles vont être les conséquences à long terme? Parce que le Capricorne, ce n'est pas un signe qui mise sur le plaisir direct. C'est un signe qui mise sur la réalisation d'objectifs avec le temps. Ils misent sur la patine du temps, sur, vous savez, comme ces bouteilles de vin qui mûrissent bien. Donc, c'est vraiment ça, les questionnements de Vénus rétrograde, c'est de dire, est-ce que cette situation est durable pour moi? Est-ce que je me sens les épaules de m'engager? Et auquel cas, c'est quoi pour moi l'engagement? Hein, c'est toutes ces questions-là. Et puis, il y a d'autres questions également sur Vénus Capricorne, qui sont d'ailleurs des questions qu'on ne vit pas forcément
qu'on soit en relation, en couple ou pas. Mais les questions de Vénus Capricorne, c'est des questions de est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis à la hauteur? Vous savez, le Capricorne, c'est un signe qui est très exigeant envers lui-même et qui a une forme de perfectionnisme. En ce sens, il ressemble pas mal au signe de la Vierge, ils ont des points communs. Euh, Simplement, le Capricorne est un petit peu plus ambitieux, il a plus une force voilà, d'aller de l'avant. Euh, et, euh, et Vénus en Capricorne, c'est vraiment rechercher une forme d'excellence dans l'amour. Il y a une forme d'idéal en fait. Et les questions de Vénus rétrograde en Capricorne, c'est est-ce que je ne suis pas trop exigeant avec moi-même? Est-ce que je place pas la barre trop haut? Est-ce que je ne me juge pas trop fortement? Parce qu'il y a un vrai lien entre le Capricorne et le jugement. Mais ça peut être aussi, est-ce que je ne juge pas trop fortement les gens que j'aime, les gens qui sont autour de moi? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes à peut-être à garder dans un coin de son esprit. Et donc, ici, donc, nous arrivons le 12 février, pardon, et nous avons cette conjonction Vénus-Mars en Capricorne, et c'est comme si, à ce moment-là, on dit, oui, c'est bon, je suis prêt, je suis prête à m'engager, je suis prête à rentrer finalement dans ce travail de l'amour. Parce que c'est ça qui est intéressant avec Vénus en Capricorne, c'est qu'elle ne considère pas que les choses sont évidentes. Elle considère que l'amour, donc Vénus, est un travail qui demande de l'engagement, de la discipline et du temps. Et ça, c'est le Capricorne. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une société actuellement où les valeurs ambiantes sont la rapidité, l'hyperstimulation, le changement. Et ben voilà, cette rétrogradation de Vénus, elle pose vraiment quelque chose de différent en fait. Elle parle plutôt de la sobriété, de choses voilà, simples et dans lesquelles on s'engage. Donc ça, c'est la première conjonction Vénus-Mars. Et je voulais vous montrer la deuxième parce que pour moi, c'est vraiment la deuxième qui va clôturer définitivement ce travail vénusien. Elle a lieu tout simplement 15 jours plus tard. Elle a lieu exactement le 27 février. Et là, comme vous le voyez, bah, c'est vraiment intéressant parce que cette conjonction Vénus-Mars, comme par hasard, elle a lieu en compagnie de Pluton. Et donc, la boucle est bouclée. En fait, on avait commencé la rétrogradation de Vénus avec la conjonction à Pluton, qui a pu ouvrir en fait ce chapitre 2022. Enfin, ça a commencé en 2021, avec ces questions, ces crises, ces émotions, etc. Et là, eh bien, nous arrivons fin février, début mars, et c'est un petit peu, voici quelles sont les conclusions de tout ça. Voici, et c'est aussi un moment pour acter finalement certaines métamorphoses, certaines mutations que l'on aurait peut-être pressenties dès la fin de l'année 2021. Donc voilà, ça c'est le premier aspect que je trouve notable en fait pour l'année 2022. C'est tout ce travail lié à Vénus, lié, eh bien oui, lié au travail amoureux, au travail féminin aussi, hein, le travail de la féminité, au travail de l'amour de soi, au travail sur des valeurs qu'on considère comme nobles, qu'on considère comme justes. Parce qu'en plus, effectivement, le Capricorne est un signe, je ne dirais pas élitiste, mais qui a des idéaux et qu'il cherche en plus à mettre dans la matière, qu'il cherche vraiment à incarner. Et il a une haute idée de l'amour et puis des valeurs de société notamment. Ça, c'est le premier élément pour cette année 2022. Maintenant, c'est aussi assez intéressant. Vous allez voir que cette année 2022, elle est quand même elle commence quand même sur un mode très vénusien, hein. Vénus, elle est vraiment très, très à l'honneur. Alors, elle est très, très à l'honneur. Pourquoi? Parce que, eh bien, voilà,
parce que assez rapidement, dès le mois de janvier, l'axe des nœuds lunaires va changer de signe. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Hop, voilà, voilà. Nous sommes... Ah zut, pardon. Voilà. Nous sommes le 19 janvier. Et le 19 janvier, nous avons l'axe des nœuds lunaires qui va basculer dans l'axe taureau-scorpion. Donc, le nœud sud que vous voyez ici, eh bien, il rentre dans le signe du scorpion et le nœud nord que vous voyez là rentre dans le signe du taureau. C'est assez intéressant aussi ce changement des nœuds parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les éclipses, chaque année, elles sont liées à l'axe des nœuds. Donc là, ça nous dit que les 4 éclipses de l'année 2022 vont activer les signes du taureau et du scorpion. Chaque fois qu'on va avoir des lunaisons en taureau et en scorpion, on va avoir des éclipses. Alors, pour peut-être comprendre, on va revenir sur l'axe des nœuds rapidement. Alors, l'axe des nœuds, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir comme une dynamique, comme quelque chose qui nous met en mouvement, tous et chacun. Si c'est votre axe des nœuds, ça peut arriver, ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. Si par exemple vous êtes né avec les nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion, que vous ayez un nœud nord en taureau ou en scorpion, peu importe, vous avez en fait un retour ou une inversion des nœuds lunaires. Ça signifie qu'à ce moment-là, cette force évolutive qui meut un petit peu tout le monde, eh bien on va dire que pour vous c'est un peu une spéciale dédicace et que vous êtes dans une échéance de vie importante avec des réalignements par rapport à votre chemin de vie. Ça, c'est ce qu'on a tous et chacun, et bien tout simplement tous les 9 ans liés au retour ou à l'inversion des nœuds lunaires. Alors, le nœud sud, en règle générale, en tout cas en astrologie occidentale, on l'interprète comme ça, on l'interprète comme un endroit qui va drainer de l'énergie. C'est très souvent le nœud sud, en fait, c'est un point qui va être important, que l'on va vraiment ressentir, qui va se manifester en événement. Je vous donne un exemple. Eh bien, on a eu là dernièrement le nœud sud en Sagittaire. Et donc, on voyait bien aussi que toutes ces questions liées... alors c'est ça, c'est que ça se manifeste, mais ça se manifeste souvent en empêchement ou en complication. Donc pendant toute la période du nœud sud Sagittaire, il a été très compliqué de voyager. Il y a eu des retards d'approvisionnement, il y a eu des blocages parce qu'on fonctionne sur un monde globalisé, donc tout à fait sagittérien, où eh bien, en fait, globalement, on se dit que ça va parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais qu'en fait, on s'est rendu compte avec des pénuries en 2021 de certaines substances, certains matériaux, que ce monde globalisé est extrêmement fragile et n'est pas du tout résilient. Et donc, tout ça a été mis en évidence pendant le nœud sud en Sagittaire. De même, c'était pendant le nœud sud en Sagittaire qui représente, le Sagittaire, c'est le lointain, les voyages, l'exploration. Ça a été quand même des périodes extrêmement restrictives du point de vue des mouvements. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Alors, on rentre avec un nœud sud en Scorpion. Et pardon, donc je finis sur ça, c'est que le nœud nord en astrologie occidentale, ça nous présente en fait une qualité à développer, presque un peu un conseil en fait, finalement, pour traverser cette période. Alors, les nœuds lunaires, ils vont rester dans l'axe taureau-scorpion jusqu'au mois de juillet 2023. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long. Alors, c'est assez intéressant parce que l'axe scorpion-taureau, quand on va du scorpion au taureau, c'est qu'on est dans un moment évolutif où on nous demande, globalement, on nous demande de nous apaiser. On nous demande globalement de sortir des angoisses, de sortir des scénarios catastrophes.
Le scorpion, en fait, c'est un signe qui a des mémoires relatives au drame, relatives aux pertes et à la mort. Et c'est le gardien de cette énergie-là. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement le gardien de ça. Mais là, avec ce nœud sud, c'est comme si on nous dit, OK, ces peurs, ces angoisses de mort drainent l'énergie et nous emmènent dans un endroit qui favorise aussi la manipulation. Parce que le scorpion, c'est ça. C'est soit, eh bien, comment dire, alors c'est pas que ça, attention, et chaque signe peut être manipulateur. Mais il y a une analogie entre le scorpion et la manipulation, liée tout simplement au fait que parce qu'on a peur, on va essayer des stratégies un petit peu étranges pour tirer son épingle du jeu. Il va y avoir une espèce d'instinct de survie pour s'en sortir. Bref, ça réveille en fait, je dirais, tous les pulsions ou les bas-fonds aussi un peu de la psyché humaine. Alors, il y a beaucoup de trésors en Scorpion, c'est un signe magnifique que j'adore, mais comme actuellement on est dans une énergie de nœud sud, ça nous dit d'être vigilant par rapport à toutes ces peurs de manquer, à toutes ces peurs de perdre, à cette peur d'être malade, à ces peurs de mourir, à ces peurs des drames qui vont nous faire être dans un rapport à la vie de survie en fait, dans un rapport d'hyper-contrôle et d'hyper-vigilance. Si par exemple vous avez cet axe-là dans votre thème astral, un nœud sud en scorpion, eh bien très souvent ce sont des âmes qui ont engrammé des choses difficiles et qui du coup encore aujourd'hui sont aux aguets. Elles se disent mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que c'est assez cohérent parce qu'on sort de 2 ans, je suis désolée, mais de matraquage. On s'est tous fait matraquer pour des raisons diverses et variées selon ce qui a le plus touché les uns et les autres. Mais ça fait 2 ans que nous sommes fragilisés en fait. Et donc, forcément, c'est sûr que nous sommes hyper réactifs. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, je pense que cet axe des nœuds, l'invitation du nœud nord en taureau, c'est de dire, OK, on stop. Revenons simplement à ici, maintenant, à l'instant présent. Revenons au corps. Revenons à ce qui nous fait du bien. 2022, c'est une année où l'idée serait, mais comment est-ce que je peux me faire du bien? Et pour le taureau, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est pas forcément très compliqué. Se faire du bien, selon la philosophie de vie du taureau, c'est une forme d'épicurisme, donc ça va être euh, soigner son alimentation, préparer un bon repas, inviter des amis, déboucher une bouteille de vin, aller se balader dans la nature, qui est gratuite et libre encore, merci, pouvoir voilà, contacter des choses très simples. Et il y a autre chose, donc vraiment je vous invite ce questionnement, c'est un axe évolutif voilà, qui est somme toute assez plaisant, c'est de dire mais comment est-ce que je peux sortir de mes angoisses ou de mes préoccupations ou aussi également de mes stratégies pour obtenir. Voilà. Vous savez, des fois, on est un peu là-dedans en se disant, oh, il faut que je monte tout un système pour parvenir à... Et du coup, on est très tendu. Et c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux goûter à la vie? Mais pas dans 2 ans, quand la crise sanitaire sera finie, parce qu'on ne sait jamais si elle finira ou pas. Mais là, maintenant, comment est-ce que je peux rendre ma vie la plus plaisante, la plus agréable, la plus goûtue, en fait? Qu'est-ce qui va donner du sel à ma vie? C'est ça la question du nonor en taureau. Donc, c'est une chouette question et ça mérite vraiment qu'on se la pose et puis qu'on réfléchisse à ça. Et le taureau, il est aussi relié à la dimension corporelle. C'est le premier signe de terre dans le zodiaque. Et c'est un signe qui est régi par Vénus. C'est pour ça que je vous disais que l'année est très vénusienne, parce que le maître du nœud nord, enfin la planète qui s'occupe du nœud nord, c'est Vénus. Donc il y a vraiment un gros focus sur Vénus. Et ce qui est intéressant avec le taureau, c'est que c'est un signe de terre gouverné par Vénus, et ça signifie que c'est une expérience
matérielles, corporelles, liées au plaisir. Ce qui n'est pas le cas des deux autres signes de terre, hein, qui sont régis par Mercure pour la Vierge et par Saturne pour le Capricorne. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes modalités. Donc, le taureau, c'est l'expérience jouissive de l'incarnation. C'est l'expérience agréable de l'incarnation, d'être incarné dans un corps, d'avoir des sens qui captent des informations et qui nous envoient eh bien, des choses parfois difficiles, mais aussi parfois agréables. Et je crois vraiment qu'il y a une grande partie du bonheur qui repose tout simplement par un contentement physique, par le fait que le corps est content, le corps a parfaitement chaud, le corps n'a pas faim, le corps a de la lumière, vous voyez, ce genre de choses. Je suis convaincue qu'il y a une grande part du bonheur qui ne dépend en fait en grande partie des besoins physiologiques. Donc, c'est aussi ça, je pense, l'enseignement de cet axe, c'est de dire, si tu ne te sens pas bien cette année, est-il judicieux d'aller encore chercher, creuser, fouiller au niveau psychologique ou de peut-être t'intéresser à ce qui se passe dans ta biologie, dans ton corps? Est-ce que ton corps manque de quelque chose peut-être? On sait par exemple que le magnésium ou les oméga 3 ont des, des, des conséquences, des effets sur le cerveau et donc sur le bien-être et sur les hormones, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi des choses à entendre et à aller explorer dans cette dimension du corps. Voilà. D'autre part, le taureau, c'est aussi un signe qui a pour but de conserver, de préserver. Alors que le scorpion, lui, son antipode, il a pour but de déconstruire pour nettoyer et renouveler. Cet axe haineux nous dit aussi, ok, qu'est-ce que tu dois consolider? Hein, vous voyez, ça fait un petit clin d'œil avec Vénus en Capricorne, en fait, hein, qui parlait déjà d'engagement, de consolidation. Bah, le nœud nord en taureau, il dit quelque chose d'un petit peu similaire. Est-ce qu'il va nous poser comme question, est-ce que tu n'es pas fatigué qu'il y ait toujours des changements? Comment est-ce que tu peux garder ce qui marche, ce qui te fait du bien? Comment est-ce que tu peux en prendre soin et puis bâtir et construire, en fait? Hein, voilà, c'est toutes ces questions-là que nous pose le taureau. Donc, pour résumer, une année un petit peu pour penser nos différents traumatismes liés aux 2 dernières années et se relier à notre corps et se relier à l'expérience heureuse, harmonieuse et jouissive de l'incarnation. C'est ça vraiment l'invitation du taureau. Donc voilà, c'est plutôt... je ne dis pas que c'est doux ni facile parce que le nœud sud scorpion apparemment nous dit qu'on va beaucoup baigner dans ces énergies-là, dans ces énergies de peur, de manipulation, de choses sombres. Voilà, forcément, on va les voir. Mais c'est comment est-ce qu'on fait la part des choses et qu'on ne se laisse pas complètement emmener dans une énergie qui nous éteint en fait finalement. Voilà, donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Je vous en reparlerai hein, parce que ça va nous accompagner pendant 1 an et demi, donc forcément, voilà. Si vous voulez vous préparer, vous pouvez vraiment travailler en lisant sur ce signe du taureau. Vous pouvez aussi travailler, pourquoi pas, avec des huiles essentielles ou des huiles. Tout ce qui est à base de rose, par exemple, ça c'est vraiment, pour moi en tout cas, je vous le dis intuitivement, pour moi c'est vraiment extrêmement lié à ce signe-là du taureau. Donc travailler avec l'essence de rose, avec un hydrolat de rose, etc., c'est vraiment une manière aussi de se connecter à l'énergie du taureau. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler de la dernière chose qui me semble importante pour cette année 2022. Nous avons en fait un mélange des genres entre... nous avons un mélange des genres entre la dureté et l'austérité, symbolisée par le carré Uranus-Saturne, je vais en reparler, et au contraire, un flot d'humanisme, un flot
un flot de compassion, un flot de fédération qui va être symbolisé par Jupiter dans le signe des Poissons qui va rencontrer Neptune. En gros, on a une chose et son contraire, et c'est vraiment intéressant parce qu'on ne va pas avoir ces mêmes choses forcément tout le temps, en même temps. Et vous allez voir que les timings, ils sont vraiment marrants, ils sont vraiment intéressants. Alors, déjà, ce qu'on voit, vous voyez, là, on est au 19 janvier. On retrouve le carré entre Saturne et Uranus. Donc, Saturne est ici et Uranus est là. Saturne-Uranus, c'est un bras de fer entre la liberté, Uranus, et le contrôle, l'autorité, la, comment je dirais ça, l'imposition de règles. Ça, c'est Saturne. Hein, la restriction, voilà, la restriction. C'est pas compliqué. Tout au long de l'année 2021, chaque fois qu'il y a eu ce carré Saturne-Uranus, ça a corrélé avec des restrictions de liberté. Hein, ça a été en lien avec le pass sanitaire, ça a été en lien de nouveau là en décembre avec l'entrée, enfin en tout cas le questionnement autour du pass vaccinal. Bref, chaque fois que le carré Saturne-Uranus s'est produit, il y a eu des effets extrêmement clairs sur des transformations sociales et sur des privations de liberté. Pourquoi? Parce que Saturne, il est dans le signe du Verseau. Et c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans, mais Saturne dans le signe du Verseau, il fait vraiment peser très très fort la notion de responsabilité collective et donc de privation liée au collectif. Privation, c'est Saturne, collectif, c'est Verseau. Et donc voilà, cette force-là de Saturne en Verseau, eh bien, elle vient peser sur un Uranus en Taureau, c'est-à-dire sur déjà la liberté, sur peut-être aussi une partie de l'humanité qui est dans un rapport au monde beaucoup plus naturel ou qui n'a pas forcément les mêmes considérations, voilà. Et en tout cas, voilà, il y a vraiment cette bascule qui crée ce carré qui crée une tension très très forte. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que vraiment, donc en 2021, on a eu Jupiter et donc Saturne en Verseau. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment pu goûter à la saveur du signe du Verseau. Alors évidemment, le signe du Verseau entravé par Saturne, mais on a pu voir un petit peu un côté du Verseau. Alors je ne dis pas que c'est, voilà, en tant que Verseau, ça parle de vous, je ne dis pas que c'est l'essentiel du Verseau, je dis simplement que revenir en arrière, ça nous permet d'éclairer. Le Verseau, il est réputé pour être un signe assez froid, parce que théorique, c'est-à-dire que c'est un signe qui dit, voilà, qui a une idée pour que l'ensemble fonctionne. C'est le signe du Verseau qui vraiment s'occupe de la société, du vivre ensemble. Le signe du Verseau a peu d'intérêt pour l'intérêt personnel. D'ailleurs, ça se voit bien parce qu'en astrologie, le Soleil est en exil en Verseau. Ça veut dire que le Soleil, c'est le sens du soi. Et l'exil, ça veut dire, bon, le Soleil, il n'est pas vraiment à l'aise dans le signe du Verseau pour cette raison. Parce que le Verseau, il est en lien avec l'intérêt général. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant déjà que ces questions d'intérêt général soient vraiment extrêmement présentes en 2021. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était la mise, enfin voilà, intéressant, je peux trouver que ce mot-là, la mise en place en fait d'une déshumanisation progressive à travers l'utilisation d'outils numériques, notamment des QR codes, notamment des formulaires. Par exemple, si vous voulez prendre rendez-vous chez votre médecin, vraisemblablement, on va presque tous maintenant passer par Doctolib, etc., etc. Tout ceci, en fait, génère une société qui fonctionne bien au niveau théorique, enfin, en tout cas, il y a certains intérêts généraux qui sont préservés, mais pas tous.
Euh, mais il y a quelque chose de très froid, il y a quelque chose de même d'un peu glacial, hein, il y a quelque chose de déshumanisé finalement, hein. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui est apparu en 2021 avec toutes ces planètes en Verseau. C'est parce que théoriquement, ça fonctionne. Mais simplement, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que nous sommes des êtres humains avec des émotions, avec des psychés, avec des sensibilités. Et il y a quelque chose que je trouve violent, si ce n'est pas équilibré, que de déposséder en fait les humains de leur interaction entre eux, de leur ouais, ce qui fait l'humanité en fait, c'est-à-dire bah, l'imperfection, voilà. Et donc c'est vrai aussi que voilà, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, le numérique, c'est quelque chose bah, qui est extrêmement présent et qui risque de l'être d'autant plus parce que bientôt nous aurons Pluton en Verseau. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui va vraisemblablement se poursuivre. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que chaque signe, il est totalitaire. Il est toujours excessif et chaque signe a besoin de ses semblables et des autres pour venir équilibrer. Et par exemple, le Verseau, il a besoin du lion, il a besoin de la joie, il a besoin du cœur, il a besoin de rire, il a besoin de câlins, il a besoin de, voilà, de choses qui font que oui, on est humain, on n'est pas des machines, on n'est pas que des QR codes, on n'est pas que des données scientifiques, etc. Et c'est vrai aussi que avec l'énergie Verseau, il y a eu énormément, bah, bien sûr, d'intérêt scientifique, d'innovation scientifique avec Jupiter en Verseau. Euh, et je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais enfin, il y a aussi tout le côté scientifique. Et oui, c'est de ça aussi dont je voulais vous parler. Et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, parce que du coup, Jupiter en Poisson, c'est un petit peu vraiment tout à fait différent de ça, mais le Verseau, dans son côté un peu sombre, c'est aussi le scientifique théoricien. Et je trouve que nous basculons depuis un certain temps déjà dans une religion actuelle qui est celle du scientifisme ou du scientisme, je ne sais pas comment le dire, qui est une religion qui rejette absolument tout ce qui est de l'ordre, enfin, qui rejette absolument, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, qui va décrier tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, du spirituel, de voilà, de choses qui ne sont pas prouvables, de choses qui ne sont pas forcément scientifiques. Et parce que ce n'est pas scientifique, alors ça n'a pas de valeur. Et voilà, vous voyez, ça c'est la face sombre de l'énergie Verseau. Bon, je vais m'arrêter là hein, parce que je vous fais un sacré discours là. Euh, Ce qu'on voit, c'est que ce carré Saturne-Uranus, il va y avoir 2 temps dans l'année. Ce carré Saturne-Uranus, voilà, il s'est produit le 24 décembre 2021, il était exact, et maintenant il se dessert. Jusqu'en mars, voilà, il est encore présent, mais progressivement il se dessert, pardon, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, on le voit encore un petit peu ici, on est en février, et puis voilà. Et puis là, nous sommes au mois de mars, et donc l'orbe, en fait, donc l'écart entre ces deux planètes est trop important, donc il n'y a plus vraiment, on va dire, le carré Saturne-Uranus. Maintenant, voilà, donc là, il va y avoir une pause. Et c'est très intéressant parce que pendant cette pause, ça veut dire que pendant cette pause, vraisemblablement, il y aura peut-être moins de nouvelles restrictions sanitaires. Il y aura peut-être moins, je ne sais pas s'il y aura un allègement des restrictions en place, mais je pense en tout cas clairement que bah, voilà, il n'y aura rien de plus. Et surtout, je pense que dans l'ambiance collective, on ne va plus du tout jouer sur le côté autoritaire. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À partir du mois de mars, euh, nous rentrons dans l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. C'est très intéressant parce qu'en fait, nous rentrons en fait dans le moment de la campagne présidentielle. Et pendant toute la période de la campagne présidentielle, on note donc un affaiblissement de cette tension, de cette dureté en fait, hein, de l'autorité au niveau collectif. Et on note plutôt la mise en place d'énergie justement de type poisson.
est de type jupitérienne. Alors, on va un petit peu s'expliquer pour comprendre. Déjà, il y a quelque chose d'assez formidable dans cette conjonction Jupiter-Neptune. Bon, c'est que déjà, elle est aux antipodes en énergie de ce qu'on vient de voir juste avant, rien à voir, mais c'est que Neptune est en domicile en Poisson, ça veut dire qu'il donne son plein potentiel, il s'exprime pleinement, mais Jupiter est également en domicile en Poisson. Tout simplement parce que Jupiter était, avant la découverte de Neptune, eh bien, c'était Jupiter qui avait le domicile des poissons, qui avait la maîtrise pardon, des poissons. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter, il donne son plein potentiel aussi. Il est prolixe, il est prolifique, il donne vraiment beaucoup. C'est vraiment intéressant parce que Jupiter et Neptune, c'est vraiment les antiplanètes que Saturne et Uranus. Saturne et Uranus, ce sont des principes durs, ce sont des principes intransigeants en fait. Et dans le cas de Saturne, c'est un principe qui pose des règles, des lois, qui dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et Jupiter et Neptune, au contraire, sont deux planètes plutôt laxistes, parce que beaucoup plus humanistes, on va dire, dans leur nature. Ce sont des planètes qui vont plutôt considérer l'humain, l'émotionnel de l'autre, le cas spécifique de la personne qu'on a en face pour juger. Et notamment Jupiter et Neptune sont deux planètes qui ont énormément de mal à poser des limites. Si vous êtes jupitérien ou neptunien, si vous avez ces planètes-là fortes dans votre thème, bien en règle générale, vous avez plutôt un profil généreux, gentil, qui passe l'éponge et qui a du mal justement à ne pas, à poser des limites. Donc, nous rentrons dans un moment où c'est comme si, pour moi, je le vois comme une espèce de réponse à cette dureté dans laquelle vraiment on a baigné très très fort en 2021. Mais attention, je vous fais un teaser qui sera de nouveau là pour la suite de l'année. Donc voilà, c'est pas tout à fait fini. Mais je les vois comme une fenêtre relativement courte, mais quand même, sur tout le printemps 2022, où les valeurs d'humanisme reprennent le devant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme nous serons en pleine campagne présidentielle, je pense, c'est que mon avis, mais je pense que les différents candidats vont énormément jouer sur la corde émotionnelle, sur justement l'humanisme, sur le fait de faire en sorte que les gens se sentent compris, se sentent entendus après tant de souffrances, etc. Bref, je pense vraiment qu'on va sortir les violons très très puissamment pour cette élection présidentielle. Et c'est vraiment très intéressant parce que la conjonction Jupiter-Neptune a lieu le 12 avril et il me semble que le premier tour des présidentielles a lieu le 10, je crois, ou quelque chose, quelque chose dans ces eaux-là. Jupiter-Neptune, c'est vrai, voilà, c'est vraiment. Quand je dis sortir les violons, c'est pas forcément dépréciatif non plus pour les différents candidats, mais c'est que, si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal qui est très présent dans cet aspect-là, et que, notamment, Jupiter en Poisson, ça donne en fait un climat où vraiment on est persuadé de pouvoir promettre certaines choses parce que Jupiter, le Poisson, Neptune ne sont pas vraiment en contact avec les réalités concrètes. C'est plus des idéalistes, c'est plus des figures astrologiques idéalistes. Et donc, je ne dis pas que c'est un mensonge, mais je dis simplement qu'il y a une espèce comme ça d'envolée humaniste et qui pourrait ne pas du tout être réalisable en fait, entre ce qui va être peut-être dit, proposé, ce pourquoi les gens vont voter, puis ce qui va se passer ensuite. Il est probable qu'il y a un gap parce que ces élections se déroulent sous cette ambiance-là. Bon,
j'ai pas forcément plus envie que ça de parler de politique, donc je vais m'arrêter là avec ça. Pour nous, Jupiter-Neptune, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, vraiment, c'est une bouffée d'air après ces 2 années vraiment difficiles, où on a eu du Capricorne, on a eu du Verseau. Waouh, c'est des signes qui sont durs, exigeants, hein, voilà. Le Poisson, pour moi, un de ses buts, un de ses rôles, c'est, je vais le dire comme ça, c'est de réenchanter le monde. C'est pas de le transformer, c'est pas ça, c'est plutôt le Verseau qui veut transformer le monde. Non, le Poisson, lui, ce qu'il veut, c'est réenchanter le monde. Et pour réenchanter le monde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va mettre du beau, il va mettre de l'art, il va mettre du spirituel, il va mettre du sens, il va mettre de la connexion avec les guides, avec la vie, il va mettre des synchronicités, il va mettre des ouvertures de cœur, il va mettre de l'empathie, de l'entraide, etc. Et ça, c'est vraiment la bénédiction du signe des poissons. Et c'est vraiment dans cette petite fenêtre, c'est vraiment là-dedans qu'on rentre, c'est-à-dire que le monde de fin 2021 est un monde numérisé, est un monde déshumanisé de mon point de vue, est un monde technocratique, dur. Et le but pour moi, cette conjonction Jupiter-Neptune, c'est de nous remettre dans nos corps d'êtres humains, dans nos âmes d'êtres humains, et de se souvenir que quel que soit ce qui se passe au niveau sanitaire ou même à d'autres niveaux, on est tous reliés, on est tous embarqués dans le même fabuleux voyage d'incarnation, de vie. Donc voilà. Et j'espère en tout cas, c'est le souhait que j'aimais, mais c'est que cette conjonction aide un petit peu à lisser en fait toutes les disparités, toutes les séparations qui ont été quand même beaucoup orchestrées par les médias et par les gouvernements, il faut quand même le dire. Et voilà, que ça aide finalement à remettre du lien et à remettre un réenchantement dans le monde et un réenchantement entre les hommes, entre nous en fait. Voilà. Alors maintenant, Jupiter-Neptune, on n'est pas du tout à l'abri non plus des grands idéaux. C'est porté par la même chose, sauf que ça prend d'autres formes, de type des grands idéaux nationalistes, des grands idéaux racistes, des grands idéaux, enfin bref, quels qu'ils soient, quoi, hein, finalement. On n'est pas à l'abri de ça. Le Poisson, lui, il est le plus content quand c'est le plus universel possible et le moins clivant et le moins jugeant. S'il y a bien un signe qui, dans tout le zodiaque, ne dit pas que c'est bien, que c'est pas bien, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bien le Poisson. Le Poisson, c'est toutes les expériences, c'est tout ce qui est en fait. Il représente la quintessence de tout ça en fait. Et donc, il est là aussi pour nous signifier en fait que voilà, peut-être il est temps aussi d'être dans ce relâchement ou dans cet assouplissement, dans ce non-jugement en fait, et dans cet amour inconditionnel, ce qui est extrêmement difficile, hein, soyons clairs. En tout cas, peut-être pas d'amour inconditionnel, mais d'ouverture du cœur et de non-jugement. Et là, vraiment, voilà, si on arrive à accueillir et à utiliser ce petit coup de pouce de l'univers qui ne va pas durer longtemps en 2022, malheureusement, mais vraiment, ça, c'est le souffle d'air et le souffle de réenchantement de 2022 et ça me réjouit beaucoup. D'autre part, c'est vrai aussi que Jupiter, il est en domicile dans le signe des Poissons. Jupiter, il est quand même réputé pour être le protecteur, la bonne étoile, la part de chance. Et c'est vrai que en balance, non, en poisson, euh, il est au maximum de ses capacités. Donc voilà, n'hésitez pas, il est rentré le 29 décembre, donc n'hésitez pas à demander à Jupiter, qui actuellement est généreux, de l'aide par rapport à ce que vous vivez, de la protection. euh, Même lui soumettre vos rêves, voilà, ce que vous voulez en fait, hein. Mais profitons de ce passage de Jupiter. Alors, Jupiter, il sera en Poisson du 29 décembre au 11 mai 2022.
Donc, vous voyez, c'est assez court, hein. On voit bien, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que juste après l'élection présidentielle, on bascule dans une autre énergie, dans une autre saveur. Donc, ce grand rêve-là, bon, il va durer le temps qui durera, mais voilà. Ensuite, Jupiter rentrera en bélier, et là, il sera en bélier du 11 mai 2022 au 28 octobre. Et ensuite, on finira de nouveau l'année avec Jupiter en poisson. Alors, Jupiter en bélier, bon voilà, énergie radicalement différente. L'énergie de Jupiter en bélier, c'est quelque chose qui nous parle de démarrer. Il y a vraiment la notion de OK, on démarre un nouveau cycle. Donc, je ne sais pas non plus quel sera voilà, le nouveau président français, mais en tout cas, il y a une notion de dire maintenant, on trace une voie, on démarre quelque chose de nouveau, on y va. Et on le fait d'une manière assez affirmée, assez puissante en fait, hein, voilà. Donc, on changera vraiment tout à fait d'énergie à partir du mois de mai-juin. Ça va être vraiment, cette bulle de douceur, elle va gentiment se transformer. Alors voilà, et je voulais enfin vous parler, revenir là-dessus, c'est que ce qu'on voit, c'est que, eh bien, si nous avançons, à partir du mois de juillet, hop là, je vais avancer un petit peu. Donc, vous voyez, nous avons Jupiter en bélier. À partir du mois de juillet, eh bien, nous retrouvons notre carré Saturne-Uranus. Et Saturne-Uranus sera très très fort, eh bien, sur les mois surtout de septembre, octobre. Vous voyez, plus le trait est rouge sur ma carte, plus l'aspect est précis. Donc, on est en septembre, octobre et novembre. Et puis, c'est vrai que là, on a un peu un petit point de regard sur, voilà, vous voyez, ce jour-là, le 8 novembre. Alors, le 8 novembre, nous avons vraiment un carré Saturne-Uranus assez précis. On est à 1 degré. Et qu'est-ce qui se passe le 8 novembre? Eh bien, le 8 novembre, c'est une éclipse. Voilà. Donc, ce moment-là, couplé l'éclipse, le carré, on voit que le Soleil et la Lune, eh bien, sont impactés, hein, dans le carré Saturne-Uranus. Bon, là, ça, c'est vraiment un des points, je pense, une des dates peut-être les plus tendues de l'année 2022. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un peu à double tranchant parce qu'on a ce relâchement sur le printemps, quelque chose qui s'annonce plus doux. Et puis, on a vraiment une vis qui se resserre, en fait, voilà, sur la fin d'année. Donc, c'est ça aussi d'en avoir conscience. Après, quelle forme événementielle ça va prendre, je ne sais pas. On est en tout cas, voilà, sur les derniers moments du carré Saturne-Uranus, mais ce n'est pas fini. Et c'est vrai que, voilà, au final, dans ce bras de fer, Saturne finira par desserrer son étau. Mais en attendant, on est quand même pris dans des énergies qui sont âpres et qui sont difficiles. Donc c'est pour ça que vraiment aller chercher l'énergie du taureau, des choses simples, ce qui nous fait du bien, pas des choses trop compliquées, et puis profiter malgré tout, malgré ce qui se passe, profiter parce que la vie, elle est précieuse et sacrée n'importe quand, tous les jours, n'importe quand. Et on peut faire des petits miracles et de la magie, même avec 3 fois rien, même, voilà, même en ayant beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. C'était vraiment ce que je voulais partager avec vous, des éléments qui me semblaient les plus importants. Tous ces éléments, j'en reparlerai au fur et à mesure de l'année dans les différentes vidéos, on les réabordera. Voilà, mais ça me semblait intéressant de faire ce petit point. Voilà. Eh bien, de mon côté, je vous souhaite vraiment de bien finir l'année 2021. Alors, moi, il y a quelque chose que j'adore faire chaque année. C'est mon bilan de l'année. Je trouve ça incroyable de passer la journée du 21 voilà, ou quelques jours avant ou même après à réfléchir à ce qu'on a vécu dans l'année, à noter nos accomplissements, nos succès,
à noter aussi ce qui a moins bien marché pour pouvoir s'améliorer. Et puis surtout à noter eh bien, nos vœux, nos intentions, nos souhaits pour l'année 2022. C'est toujours extrêmement puissant parce que ça nous met dans l'intention. Et donc, qui dit intention dit création. Et donc, voilà, c'est top. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi en 2021. Je vous remercie pour vos commentaires et puis pour votre écoute. Voilà, merci, merci beaucoup. À tout bientôt, je vous embrasse.